j'ai constaté qu'au Cameroun, tout le monde est d'une intelligence incroyable. Simplement, ces énergies ne sont pas agglomérées parce que les gens pensent d'abord à leurs propres intérêts. Il faut que les Camerounais comprennent que oui, il est possible d'espérer à condition d'avoir une méthode et des compétences utilisées à bon escient. Pour appréhender la situation du Cameroun, il ne faut pas seulement être un scientifique, il faut aussi être un philosophe, je dirais même un psychanalyste. Et je pense que le principal problème du Cameroun aujourd'hui, c'est une désespérance effectivement dans l'avenir. La déception que j'ai eue et qui a fait que j'ai quitté ce parti politique-là, c'est quand j'ai constaté que les sénateurs qui étaient à l'origine de ce parti politique avec moi étaient animés uniquement par l'ambition de conserver leur propre poste. Moi, ce qui m'intéressait et qui m'a toujours animé, c'est changer la vie des gens. C'est pas gérer des programmes, c'est pas concourir dans des opérations de négociation politique, c'est avoir une vision de solutions concrètes pour améliorer et changer la vie des gens. J'ai pas trop confiance dans ce qu'exprime François Bayrou, qui en était le président à l'époque, mais les valeurs me parlent et c'est comme ça que je décide d'intégrer ce parti-là. Jean Arthuis, qui était sénateur, qui a été ministre des Finances avec une excellente presse, décide de créer un mouvement pour rassembler les centristes. Et c'est ainsi qu'il me fait contacter pour l'aider, l'accompagner dans la création de ce parti politique, avec comme rôle d'être vice-président chargé de l'élaboration du projet politique. Un de mes plus beaux souvenirs, ça a été de contribuer à relancer une opération qui a été bloquée depuis des années. C'était la construction d'une ligne de tramway sur une vingtaine de kilomètres sur l'ouest de la région parisienne. Et donc c'est un projet qui était bloqué parce qu'il y avait des grandes oppositions entre les intérêts des différentes villes traversées. Eh bien j'ai réuni une équipe très variée que j'ai animée et nous avons réussi à produire un projet qui aujourd'hui est en service. Peut-on encore espérer un avenir pour le Cameroun? C'est une vaste question à laquelle je n'aurais pas la prétention de répondre tout seul. Pour y répondre, j'ai fait recours à un grand talent que le monde entier envie à l'Afrique. Ce talent, c'est Edmond Kameni, expert en management des organisations. Il a accepté d'être l'invité de Brainstorming. Nous sommes toujours dans le sillage de la présidentielle camerounaise. Bonjour Edmond Kameni. Bonjour Monsieur Palmer. Merci d'avoir dit oui à notre invitation. Ce n'était pas évident. Vous avez un programme très très chargé plutôt habituellement. En effet, et d'autant que le Cameroun n'était pas mon sujet de prédilection, et en tout cas un sujet auquel je m'intéressais quand j'ai été contacté par quelqu'un de votre équipe. Vous avez un parcours plutôt impressionnant et atypique. Le souvenir le plus lointain qui me revient, c'est vous, dans les années 80, 1987, il y a 2500 personnes en France qui essaient d'attraper un parrainage de la Fondation Best, l'ancien patron du groupe Renault. Et sur 2500 personnes, il y a 7 en France, 7 cracks, parce que c'était les cerveaux, la crème des crèmes, qui sont retenus. Et parmi les 7, vous étiez de la liste. Comment et quels souvenirs vous gardez de cette période-là? Vous me rappelez un incroyable souvenir, parce qu'effectivement, j'étais en classe de mathématiques supérieures en venant du Sénégal, où j'avais fini une terminale dans des conditions assez prestigieuses. Et puis, j'ai donc candidaté pour être lauréat de cette fondation. Et c'est vrai que j'ai été surpris de constater que je faisais partie de ceux qui avaient été retenus à une époque où cette fondation recherchait des jeunes jugés exceptionnellement brillants. Et donc j'étais peut-être le premier surpris, mais c'est vrai aussi que je sortais d'un parcours au Sénégal qui pouvait le laisser penser. En tout cas, ça a été un honneur pour moi, s'agissant d'une fondation qui avait l'objectif de rendre hommage à un grand homme qui était Georges Best. Alors il y avait de la prémonition dans votre parcours sénégalais, puisqu'il s'est confirmé par la suite avec votre arrivée en France. Si on vous demandait de vous résumer en un mot, que diriez-vous? Alors,
Je dirais que je suis un homme de 55 ans, d'origine camerounaise, dont 50 années passées en dehors du Cameroun. Donc, j'ai vécu au Niger, au Sénégal, et dans d'autres endroits, même à La Réunion. Et la vie fait que je suis aujourd'hui expert en organisation, après une formation qui est là aussi atypique, puisque je suis d'abord ingénieur d'État en bâtiment et travaux publics, et j'ai en plus à mon actif un exécutif MBA d'HEC, un exécutif programme de la Business School de l'Université de Washington à Seattle, et puis la formation d'excellence du ministère de l'Intérieur en France. Et voilà, donc c'est vrai que c'est un peu atypique. C'est assez atypique, mais surtout éloquent. Alors, moi, je vous ai découvert quand vous étiez vice-président de l'Alliance centriste. C'est pour ceux qui ne connaissent pas, pour les téléspectateurs qui regardent, le centre, c'est l'UDI, c'est le MoDem de François Bayrou, plus récemment aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous reparler de la genèse de cet engagement politique? Comment vous, Africain, certes brillant, arrive à une telle fonction prestigieuse? Alors, je dois avouer que depuis ma tendre enfance, avec mon père, nous avions souvent des échanges sur comment améliorer la vie dans les pays. Et donc, je me souviens que quand Raymond Barre était Premier ministre en France, moi j'avais 10 ans, j'avais été impressionné par sa dimension d'intégrité. Et donc, de nombreuses années après, confronté à un défi de fonctionnement d'une ville dans laquelle j'habitais, eh bien, j'ai décidé de me lancer en politique pour prendre ma part de responsabilité pour contribuer à améliorer la vie des gens. Et c'est vrai que... Et comment ça se passe dans ce cas-là? Vous débarquez, vous êtes Versaillais, vous... Je suis Versaillais aujourd'hui. À l'époque, j'habitais à Vélizy, qui est une commune proche. D'accord, donc vous êtes levé un matin avec beaucoup de culot, bon voilà, je vais être candidat à la mairie, c'est ça? Non, alors, non, en fait, je réfléchis d'abord à trouver un parti politique qui serait proche de mes convictions les plus profondes. Et en fait, le fil rouge de ma vie, c'est d'être un humaniste. Et je considère que je suis un peu à la rencontre des humanismes chrétiens et laïques. Et il se trouve qu'en France, le parti incarnant ces valeurs d'humanisme en politique, c'était l'UDF, devenu depuis lors une scission entre le MoDem et l'UDI. Et donc je me rends à une convention de l'UDF, et je me dis à ce moment-là, j'ai pas trop confiance dans ce qu'exprime François Bayrou, qui en était le président à l'époque, mais les valeurs me parlent, et c'est comme ça que je décide d'intégrer ce parti-là. Bon. Ensuite, François Bayrou fait un excellent score à l'élection présidentielle de 2007. Suite à ça, il fait des atermoiements qui font que la famille centriste explose. Et quelques années après, Jean Arthuis, qui était sénateur, qui a été ministre des Finances avec une excellente presse, décide de créer un mouvement pour rassembler les centristes. Et c'est ainsi qu'il me fait contacter pour l'aider, l'accompagner dans la création de ce parti politique, avec comme rôle d'être vice-président chargé de l'élaboration du projet politique. D'accord, vous êtes un membre fondateur alors des centristes réformés. De l'Alliance centriste. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, quel souvenir vous gardez de cet épisode avec du recul? Des regrets, des contentements? Oui, alors, des contentements, parce que ça a été pour moi la première fois l'occasion de penser un projet politique pour un pays, la France en l'occurrence. Donc penser un projet politique, et sur un concept de comment traduire la liberté en politique. Oui, donc j'ai pu ainsi contribuer à l'élaboration d'un projet politique. En revanche, la déception que j'ai eue et qui a fait que j'ai quitté ce parti politique-là, c'est quand j'ai constaté que les sénateurs qui étaient à l'origine de ce parti politique avec moi étaient animés uniquement par l'ambition de conserver leur propre poste, au point d'avoir entendu Jean Arthuis dire un jour « Nous ne sommes pas là pour peser et avoir une vision politique, mais pour servir de rabattement à l'UMP, qui était le grand parti de droite de l'époque. Donc les apparatchiks, le phénomène des apparatchiks. Des apparatchiks et surtout des gens qui ne pensent qu'à leur propre gouverne et à leurs seuls intérêts et pas à changer la vie des gens. Or, moi, ce qui m'intéressait et qui m'a toujours animé, c'est changer la vie des gens. C'est pas gérer des programmes, c'est pas concourir dans des opérations de négociation politique, c'est avoir une vision de solutions concrètes pour améliorer et changer la vie des gens. Alors, vous avez par la suite eu un parcours
très pluriel, entrepreneur, à côté de la politique. Qu'est-ce que votre parcours justement d'entrepreneur a pu impacter dans la démarche politique qui a été la vôtre par la suite? On sait que des thèmes comme le logement, la ville, sont des questions écologiques, sont des questions sur lesquelles vous poussiez le vibrato. Mais vous êtes devenu entrepreneur par la suite. Quelles sont les interactions qu'il y a eu entre votre métier d'entrepreneur et puis la carrière politique que vous aviez commencé à faire à l'époque? Oui, alors il se trouve que le métier d'entrepreneur que j'ai a comme matière la construction ou la rénovation. Et de ce point de vue-là, le parallèle avec la société est tout trouvé en réalité. Autrement dit, quand on construit une organisation comme on construit un bâtiment ou une infrastructure de transport, ça a vocation à être solide et durable. Et c'est ainsi que l'activité, la vie d'entrepreneur est pour moi un vrai levier, une matière et une façon d'exercer en permanence mon souci de trouver des solutions concrètes aux sujets et aux problèmes qui sont posés. Alors, est-ce qu'il y a quelques petits souvenirs, quelques belles réalisations qui vous ont tatoué la mémoire irrémédiablement, que vous pourriez exhumer, juste pour nos téléspectateurs qui regardent, histoire d'avoir un petit point sur la trajectoire qui a été la vôtre? Oui, alors je peux dire qu'un de mes plus beaux souvenirs, ça a été de contribuer à relancer une opération qui était bloquée depuis des années. C'était la construction d'une ligne de tramway sur une vingtaine de kilomètres sur l'ouest de la région parisienne. Et donc, c'est un projet qui était bloqué parce qu'il y avait des grandes oppositions entre les intérêts des différentes villes traversées. Eh bien, j'ai réuni une équipe très variée que j'ai animée et nous avons réussi à produire un projet qui, aujourd'hui, est en service. Et en réalité, ce projet-là, pour moi, c'est l'allégorie, un tramway, c'est l'allégorie de recoudre la ville. Vous voyez, donc... le maillage. Le maillage. Oui. Et donc, ce maillage, recoudre, tisser du lien. Et je pense que le vrai défi en politique, mais dans tous les pays, c'est comment tisser du lien. Et de ce point de vue-là, cette référence, pour moi, est un excellent souvenir. Alors, je me doute bien, je ne m'y connais pas du tout dans ce domaine, mais je me doute bien que faire émerger un tram, ça nécessite beaucoup de calculs mathématiques. Vous êtes en plein dans votre sujet. Oui, complètement. Alors, à la fois de la mathématique, un peu de philosophie, et puis une capacité à essayer de comprendre les enjeux locaux des gens. Alors, les mathématiques, oui, parce que ça oblige à être logique, à être rationnel. Et c'est vrai que les mathématiques sont un peu un fil rouge de ma vie, parce que, d'ailleurs, autant que je m'en souvienne, j'étais en 4e quand j'ai commencé à avoir un premier prix du meilleur élève en mathématiques dans un collège où j'étais. Et puis, en terminale, donc en fin d'études secondaires, j'ai eu le bonheur d'avoir un prix du ministre de la Défense au Sénégal, décerné à celui qui était le meilleur élève en classe de terminale pour la matière de mathématiques. C'est vrai que j'aime bien les mathématiques et les sciences en général. S'il fallait transposer cette expérience sur le Cameroun, que diriez-vous? Comment voyez-vous le Cameroun? Comment seriez-vous tenté de répondre à cette question? Peut-on encore espérer un avenir pour le Cameroun? Alors, ce que je peux dire, c'est que mon expérience professionnelle m'a appris que on peut répondre oui à la question si l'on s'appuie sur une bonne compréhension, mais au sens scientifique, mathématique, au sens de 1 + 1 = 2. Donc, une bonne compréhension mathématique des sujets, des problèmes à régler, que l'on est capable, grâce un peu à la mathématique, mais aussi de la philosophie, de voir où évoluent les choses, pour ensuite en déduire ce que l'on peut proposer comme solution. Mais du coup, cela s'appuie aussi sur des compétences. Et les compétences, au Cameroun, comme en France, qu'on parle dans toutes les organisations, les compétences sont un sujet clé. Et c'est vrai que lorsque il m'était donné de réfléchir un peu, alors j'ai commencé par appliquer la même démarche que celle que j'ai en entreprise. Donc j'ai échangé avec des personnes ou camerounaises ou pas camerounaises, de façon indirecte, bien sûr, pour essayer de comprendre ce qui, pour cette trentaine de personnes,
étaient les vrais défis du Cameroun. Et alors, pour vous, qu'est-ce qui ne va pas au Cameroun? Qu'est-ce qu'il faut changer, améliorer, faire évoluer? Alors, ce que je peux dire déjà, c'est que pour appréhender la situation du Cameroun, il ne faut pas seulement être un scientifique, il faut aussi être un philosophe, je dirais même un psychanalyste. D'accord? Et je pense que le principal problème du Cameroun aujourd'hui, c'est une désespérance, effectivement, dans l'avenir. D'accord? Elle est justifiée ou pas, cette désespérance? Je pense qu'elle est justifiée parce que, alors, vu de loin sûrement, mais j'ai le sentiment que la classe politique du Cameroun aujourd'hui ne fait pas les choses dans le bon ordre. Parce que, de mon point de vue, il faudrait d'abord comprendre ce que c'est que la parole politique. Et en fait, le Cameroun, un peuple n'est pas une agrégation d'intérêts économiques. C'est d'abord, et c'est d'autant plus vrai sur le Cameroun, c'est un sujet éclaté, désespéré et en quête de sens. Et donc, je pense que le premier défi du Cameroun, c'est de recréer un espace dans lequel les Camerounais, à la fois, retrouvent un récit commun pour pouvoir ensuite penser à un avenir. Mais ça n'est possible que si on regarde en face les traumatismes du Cameroun. C'est comme en psychanalyse, en fait. Il faut regarder les traumatismes, non pas parce qu'on voudrait les oublier, mais parce que c'est important pour ensuite pouvoir reconstruire. Voilà la résilience. Il faut de la résilience. Et si j'osais, je dirais même il faut être nietzschéen. C'est-à-dire être convaincu que, oui, le Cameroun est un peuple extrêmement intelligent. Moi, je vois, mon père, quand nous étions au Sénégal, qui est pourtant loin du Cameroun, m'a toujours expliqué qu'il fallait être excellent à l'école, être le premier pour faire honneur au Cameroun. Voilà. Et j'ai constaté qu'au Cameroun, tout le monde est d'une intelligence incroyable. Simplement, ces énergies ne sont pas agglomérées parce que les gens pensent d'abord à leurs propres intérêts. Et en fait, le vrai sujet, il est là. Il faut que les Camerounais comprennent que oui, il est possible d'espérer à condition d'avoir une méthode et des compétences utilisées à bon escient. Alors, au regard de ce qui se passe, nous sommes dans une période électorale, puisque nous allons vers une élection au Cameroun le 12 octobre prochain, si elle a lieu. Au regard de ce qui se passe, il y a un discours politique qui est construit autour de la propagande que font les différents partis dans ce type de période. Vous entendez émerger ici et là des proses dans l'espace discursif. Est-ce qu'il y a de l'intérêt, à votre avis, dans tout ce qui se dit au regard des défis? Alors, moi j'ai le sentiment, pour avoir écouté les prises de position, et pas seulement depuis ces dernières semaines, mais depuis quelques mois, lorsque j'ai été sollicité, je me suis dit que je vais déjà essayer peut-être de m'intéresser et puis essayer de comprendre. Et j'ai essayé de prendre du recul sur plusieurs mois de la prise de parole des uns et des autres. Et je pense que tous ont en commun une envie de gérer une forme de nihilisme doux, en fait, du Cameroun, là où le Cameroun, je pense, a besoin d'une pensée radicale de changement. Voilà. D'accord. Et donc, oui, il y a besoin de changement radical. Alors, si j'osais, je dirais révolutionnaire, mais radical. Et je n'ai pas le sentiment aujourd'hui que l'offre politique aujourd'hui au Cameroun répond à cela. Alors, j'aime beaucoup quand vous parlez de changement radical, parce qu'on voit tout de suite en toile de fond une vision. Edmond Kameni, si vous étiez président du Cameroun, demain, quelles sont les premières mesures que vous prendrez? On ne raisonne pas à l'absurde. Alors, que conseillerez-vous au futur président du Cameroun, si vous voulez qu'on aborde les choses comme ça? Oui, c'est mieux. Quelles sont les mesures d'urgence à prendre? Oui, c'est mieux, c'est mieux, en effet, parce que je suis sollicité dans toute ma vie, dans mon travail, pour proposer des solutions, et je les mets bien volontiers au service de ceux qui voudraient les mettre en œuvre. Voilà. Donc, je suis vraiment là dans une démarche de proposition, d'idées qui pourraient être mises en œuvre par les uns ou les autres. Contributive. Voilà. Oui. Et en l'occurrence, par exemple, je pense que on ne peut pas imaginer. Alors, je pense que
les solutions au Cameroun, compte tenu à la fois des défis, l'eau, l'électricité, la santé, la justice, le rapport à l'État, les transports, le tourisme, l'agriculture, eh bien, tous ces défis ne peuvent pas, de mon point de vue, être appréhendés de façon efficace si on ne recourt pas à ce qui fait l'innovation d'aujourd'hui, à savoir l'intelligence artificielle et les machines quantiques. Voilà. Il y a aujourd'hui une révolution qui permet, du coup, d'espérer, mais dès lors qu'on sait les adapter et les utiliser, parce que le Cameroun est un pays tellement complexe, tellement compliqué, que la seule manière, le seul outil aujourd'hui pour appréhender une immensité de données de façon cohérente et pertinente, c'est l'intelligence artificielle. Et pourtant, aucun des candidats aujourd'hui n'a dans ses propositions la manière dont il pourrait utiliser cela pour apporter des solutions extrêmement concrètes et décisives qui changent la vie des gens. Alors, je sais que vous n'en parlez pas pour rien, vous n'êtes pas le type à parler pour rien. Quand vous le dites, vous voyez quoi, par exemple, application concrète de votre discours? Que pourrait-on faire avec l'intelligence artificielle pour transformer le quotidien des Camerounais, là, aujourd'hui? Je vous le dis comme ça de tête. Qu'est-ce que vous voyez? Alors, vous voyez, aujourd'hui, par exemple, quand on prend le défi de l'eau, bon, je pense au Cameroun, on pourrait construire, je crois, entre 500 et 1000 forages, micro-forages, qui, gérés par de l'IA permettant à la fois d'identifier, de suivre le niveau et la qualité des eaux, permettre aux gens d'avoir de l'eau sans qu'on ait besoin d'infrastructures gigantesques qui vous obligent à emmener de l'eau de très 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 loin. Vous voyez, un autre exemple, il y a au Cameroun des gros problèmes d'électricité, ça on le sait. Bon. Et on sait que le vrai problème est dans la distribution. On aura beau construire tous les barrages de la Terre, si le réseau de distribution ne permet pas d'acheminer cette électricité chez les gens, et je sais de quoi je parle, puisque, ayant quitté le Cameroun il y a 50 ans, j'ai eu le bonheur d'y repasser en 1992, dans le cadre d'un stage pour un projet d'électrification de quartier de Yaoundé, en mettant des réseaux électriques. Donc je vois bien de ce dont il s'agit. C'était pour le compte de... Alors c'était pour le compte, alors c'était un financement par la France, mais pour une entreprise qui aujourd'hui s'appelle Vinci Énergie, mais qui à l'époque s'appelait Cégélec. D'accord, Cégélec. Et c'était à Yaoundé, vous voyez. Et donc, or, le Cameroun est un pays où il y a beaucoup de soleil. Pourquoi ne pas imaginer de développer du solaire? Et si vous développez du solaire, là aussi, et avec... Mais est-ce que le solaire peut être une base d'énergie pour l'industrialisation, par exemple? Alors, oui. Pas que le solaire, mais en tout cas... un mix énergétique de différentes énergies. Et en l'occurrence, c'est vrai qu'il y a le défi de... Alors, aujourd'hui, les industries, je trouve, sont relativement bien servies au Cameroun. On parle souvent de délestage, d'ailleurs, parce qu'en fait, on sacrifie des populations pour servir des grands besoins par ailleurs. Eh bien, moi, mon sentiment, c'est qu'on peut à la fois, bien sûr, avoir du solaire pour les industries, mais aussi, surtout, pour permettre aux gens d'avoir de l'électricité en permanence. Combien de gens sacrifient des denrées parce que les frigos tombent en panne tout le temps et on ne sait jamais quand ça va revenir? Aujourd'hui, avec les possibilités actuelles, on sait récupérer donc de l'énergie quand il y a du solaire, on sait stocker de l'énergie, et puis, grâce à l'intelligence artificielle, on est capable de faire des calculs de prévision, de besoins, de gestion, qui permettent ainsi d'optimiser la gestion de cette énergie qui serait captée de façon solaire par des infrastructures mises à différents endroits, même dans un quartier, vous voyez. Et on permettrait en plus aux gens, avec un smartphone, aujourd'hui au Cameroun tout le monde a un smartphone, de suivre à la fois les consommations, d'anticiper des choses, de ne pas laisser de la lumière par exemple dans des endroits où on n'a pas besoin de... Enfin bref, aujourd'hui il est possible à la fois d'avoir de l'énergie et puis de bien la gérer, vous voyez. Et finalement, mais tout est comme ça, Il n'y a pas un sujet au Cameroun qu'on ne puisse pas aujourd'hui appréhender par ces outils, qui plus est au moindre coût.
Alors, c'est des outils qui appartiennent à toute une culture qui est nouvelle, même en Occident. Aujourd'hui, le leadership en Occident l'appréhende à peine. Vous en parlez, donc on a bien noté qu'on peut encore espérer un avenir pour le Cameroun, à condition qu'il y ait des hommes neufs, des hommes avec une nouvelle vision, hein, qui pensent moderne. Oui. Vous avez dit sur une note de priorisation que la question énergétique, elle est centrale, puisque l'économie, c'est de l'énergie transformée, comme le dit souvent notre ami Charles Gave. Donc, allez, on a réglé la question de l'énergie. Est-ce que vous pensez qu'on peut construire un pays sans construire les esprits? Je veux dire l'homme qui est à la base. Oui, vous avez raison. Et c'est pour ça que je pense que l'un des 10-12 défis du Cameroun, c'est l'éducation. Bon, hein. Et là aussi, aujourd'hui, tout le monde a un smartphone. Bon, et il faut reprendre les choses à la base. Hein. Et aujourd'hui, grâce au smartphone, et évidemment ça suppose de l'Internet et donc de l'électricité, bien sûr, il est possible d'avoir accès à de la connaissance. Ça se fait en Europe, comme ça se fait dans plein de pays d'Afrique déjà. Oui, c'est sûr, je pense qu'il y a à repenser un nouvel homme du Cameroun. Mais le premier défi, à mon avis, il est chez les dirigeants politiques. Vous voyez ? Parce qu'en réalité, même si la base est mieux formée, si ceux qui les gouvernent ne sont pas compétents ou ne pensent qu'à eux, vous voyez, on n'ira pas bien loin. Vous voyez, par exemple, moi je pense qu'il faudrait des dirigeants, je dirais, kantiens, hein, donc au sens de Kant, hein, donc kantiens, c'est-à-dire des gens qui vont toujours se dire, lorsque je propose une idée, est-ce qu'elle peut être généralisée à tous? Alors, dès qu'on se dit ça, on refuse toute forme de clientélisme, de favoritisme, vous voyez, de népotisme, et du coup, ça aide même à penser le Cameroun comme destiné, je pense, à vivre le fédéralisme. Ça peut aller loin, ça peut vraiment aller loin, l'éducation, la formation, et dès lors que les gens ont une nouvelle conscience, qui est une conscience collective et pas de leurs seuls intérêts, on se rend compte que finalement, ce Cameroun, une des pistes, je pense, ce serait de mettre en place un vrai fédéralisme. Je donne des idées comme ça, mais que l'on pourra approfondir lors d'entretiens suivants, mais avec des idées très révolutionnaires, comme par exemple le fait de constater que Yaoundé est une ville qui est asphyxiée, mais qui est asphyxiée par l'administration, je trouve, hein, par le fait qu'elle est concentrée dans ce Cameroun. Et moi, je pense que si on veut traduire en politique cette vision kantienne, par exemple, on ne peut que pousser le fédéralisme, y compris une idée à laquelle je crois beaucoup, qui est le transfert de la capitale à Ngaoundéré, par exemple. Vous voyez ? Et pourquoi Ngaoundéré ? Alors, parce que Ngaoundéré est une ville plutôt... les mauvaises langues diraient que c'est parce que c'est là que mon père a commencé à travailler en 66, mais en fait, non. En réalité, non, c'était peut-être un hasard. Mais quand on regarde bien, hein, c'est une ville où il fait bon vivre, qui est plutôt centrale. Hein, quand on regarde la géographie du Cameroun, oui, plutôt au centre. Elle est plutôt centrale, il fait bon vivre, il y a un vrai carrefour entre l'ouest, le nord, le sud. Oui, c'est vraiment central, je trouve. Et puis en plus, il y fait bon vivre. Donc, je pense qu'elle a toutes les qualités pour accueillir les administrations de l'État et ainsi décharger Yaoundé, qui est donc une... Donc vous êtes pour l'érection de villes nouvelles? Oui, je suis pour l'érection de 10 grandes capitales fédérales, hein, avec comme point d'orgue, hein, donc Ngaoundéré comme capitale du Cameroun. Voilà. Hein. Alors, Edmond Kameni, je rappelle que vous êtes expert en management des organisations, vous êtes d'origine camerounaise. La question qui est posée aujourd'hui pour les téléspectateurs qui nous rejoignent, la question que nous posons à Edmond Kameni aujourd'hui, c'est: peut-on encore espérer un avenir pour le Cameroun? Vous avez commencé à nous donner tout à l'heure des grilles de réponse qui sont, à mon sens, plutôt intéressantes. Si pour sortir de cet entretien, je vous demandais
Allez, comment vous envisagerez l'avenir à moyen terme du Cameroun, au regard de tout ce qui se passe, au regard de la réalité que nous savons? Alors, d'abord, je dirais que j'ai l'humilité de quelqu'un qui a une vision peut-être de loin, mais on sait aussi que c'est quand on a une vision de loin qu'on peut, du coup, peut-être parfois mieux appréhender les choses. D'accord? Alors, je crois qu'il faut avoir confiance dans l'avenir du Cameroun. L'élection présidentielle sera ce qu'elle sera. Voilà. Et en revanche, moi, j'inviterais les différents acteurs politiques à commencer à penser aux élections législatives, et donc à travailler sur un programme de législature, parce que c'est peut-être encore là l'occasion, je pense, d'essayer de décliner de façon concrète, parce que quand on est dans une candidature présidentielle, on a tendance à avoir une vision très globale, très macro, alors quand on pense législature, on est déjà plus concret. Et donc, je pense que les défis des dirigeants politiques camerounais aujourd'hui sont dans l'élaboration d'idées concrètes pour lesquelles je mettrai à disposition des idées. Donc, avec quelques amis, nous avons décidé de créer un club international de réflexion politique, pour tous ceux qui considèrent qu'ils sont des amis du Cameroun. Il n'est pas nécessaire d'être camerounais, ni d'origine d'une nationalité, mais ouvert à tous ceux qui aiment le Cameroun. Et ce club a vocation à mettre à la disposition à la fois des Camerounais une plateforme, des idées, une base programmatique qui permettra à la fois d'échanger avec les uns et les autres. Et puis, les candidats pourront s'en inspirer s'ils le souhaitent. Agir pour le Cameroun, on pourrait résumer cette initiative. Edmond Kameni, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, de vous être déplacé pour venir nous voir. Merci pour votre accueil et pour cet échange. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez souhaité dire, que je ne vous ai pas donné l'opportunité de dire? Peut-être dire, je vous souhaitais remercier tous ces pays où j'ai vécu, parce que ça m'a donné vraiment l'occasion d'avoir une diversité de points de vue. Et aujourd'hui encore, le Sénégal est un peu comme ma deuxième patrie. Donc, et du coup, l'exemple de ce qui s'est passé sur le plan politique, à la fois ça m'a fait plaisir, et ça m'a aussi donné encore plus envie d'espérer pour le Cameroun. Donc, que la Providence porte le Cameroun. Merci beaucoup, Edmond Kameni, expert en management des organisations. C'était notre invité, celui de Brainstorming aujourd'hui. La grande question était: peut-on encore espérer un avenir pour le Cameroun? Tentative d'échographie avec Edmond Kameni, qui était notre invité aujourd'hui. On se retrouve très bientôt.